Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Alain Madelin, le président du Fonds Latour Capital, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC et Laurent Bronski, le directeur général d'Ervor. J'ai quelques difficultés à consulter vos mails, mais globalement, il y a de fortes réactions au vote italien et vous êtes très nombreux à considérer que voilà, on se prend la claque que l'on mérite avec cette Europe qui justement n'a pas tenu ses promesses. Il y a par exemple Romain qui écrit « Nous payons les fruits d'une Europe qui a été fondée ces dernières années sur des principes humanistes et sociaux sans jamais instaurer de règles budgétaires et économiques ». Ou encore cette réaction de Guillaume « Les peuples sont les grands absents de l'Europe dans tous les domaines. Il n'y a aucune démocratie dans le fonctionnement des institutions européennes. Comment s'étonner que les peuples se réintroduisent dans le jeu politique par le biais du populisme? Il n'y a pas de raison que la concurrence ne s'applique pas aussi sur les technocrates de Bruxelles », écrit-il. Il a raison. Oui, je pense que... Non mais j'en ai plein des comme ça, voilà, ouais. J'en ai lu 2 mais j'en ai plein. Enfin, moi ce que je sens, et c'est pas simplement au niveau macro, c'est également au niveau micro, c'est que clairement, je pense que les électorats en ont assez de la classe traditionnelle politique. On sent qu'il y a un rejet très fort de la politique telle qu'elle a été faite depuis 50 ans. Ce qui fait que ça va créer des poches d'opportunités pour des hommes providentiels, des gens qui n'appartiennent pas au système, qui ne sont pas des apparatchiks, qui clairement n'ont pas forcément besoin d'être élus à perpétuité pour assurer un train de vie, et donc qui vont être un petit peu comme une météorite dans le firmament politique, qui vont être portés par un élan politique au sens propre du terme, qui vont faire leur boulot, qui vont repartir. En tout cas en France, moi je le sens très très fort. On voit très bien qu'il y a un désaveu de la classe politique. Ouais. Christian Parizeau, ça va être l'événement macroéconomique de la journée, de la semaine. Il y a le mur de la dette aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez que la Réserve fédérale américaine arrête d'acheter 85 milliards d'actifs immobiliers et de dettes fédérales tous les mois? Il va falloir un jour qu'elle le fasse. Ben voilà, il faut les débrancher un jour, c'est un peu le problème. Alors, à court terme, non. Alors pourquoi à court terme? Parce qu'aujourd'hui, M. Bernanke est dans une position très très difficile. Lui, il est membre du FOMC. Ils sont dans une position difficile. Alors premier élément, c'est aujourd'hui, on ne peut pas faire de prévision sur la croissance américaine tant qu'on n'a pas résolu ce problème budgétaire. C'est-à-dire que je vous dirais pas... On va avoir un accord, c'est sûr. On va avoir un accord, mais sauf qu'aujourd'hui, le discours de M. Bernanke, c'est de dire, faites quand même un petit peu d'efforts budgétaires, pas trop pour pas casser la croissance, mais faites quand même des efforts budgétaires. Moi, je maintiens une politique monétaire ultra accommodante. Alors deux choses l'une, on fait aucun effort budgétaire. Bah là, M. Bernanke est très mal, parce que finalement, il se retrouve avec une économie américaine qui risque de rebondir, parce qu'il y a quand même des fondamentaux qui sont plutôt sains aujourd'hui, qui permettent un rebond, une croissance très forte, et si on ne fait pas d'efforts budgétaires pour réduire un peu le déficit public, eh ben on va avoir peut-être une croissance plus forte, mais derrière, on ne va pas peser sur la croissance. Donc finalement, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de maintenir des taux aussi bas et d'avoir cette action de la Fed sur le marché obligataire pour maintenir des taux très bas, au risque de surinvestissement? Parce qu'on sait aussi qu'en maintenant artificiellement des taux bas, on biaise un peu le message envoyé aux investisseurs et on leur donne l'illusion que l'argent est gratuit. Il est bien faussé le message. Il est bien faussé avec actuellement. Ces niveaux-là et ces bilans désastreux de Banque centrale, on a faussé les repères. Oui. Si je vous dis qu'à la fin du mois, enfin là, au vendredi, on fait 85 milliards de coupes budgétaires, ça va avoir un impact grosso modo de 1 point de PIB sur l'économie américaine. Là, on ne va pas dire les taux sont trop bas. Là, il va y avoir un risque de récession. Donc vous voyez, aujourd'hui, la Fed doit arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, au sein des membres du FOMC, il y a un vrai discours. Ils commencent à dire ces 85 milliards qu'on injecte ont plus d'effets négatifs que positifs. Maintenant, le faire maintenant, quand on ne sait pas ce qu'on va faire au niveau de la politique budgétaire, il est complètement bloqué. Vous avez le débat, parce que derrière ce que dit Christian, effort budgétaire, de quoi parle-t-on ? Et c'est là où vous avez le débat politique aux États-Unis, d'ailleurs, comme en France et en Europe. Qu'est-ce qu'on met dans la coupe des dépenses et qu'est-ce que l'on met dans les impôts? Et là, le mix est toujours assez difficile à trouver. Là, en ce moment, ils ont presque rien fait sur les hausses d'impôts, puisque la fiscalité a augmenté un petit peu. Alors, c'est pas négligeable quand même, hein. C'est 0,7 points de revenus disponibles au moins pour les ménages, hein. Il y a quand même une hausse au 1er janvier, mais ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts en termes de hausse d'impôts, parce que les Républicains ne pouvaient pas supporter envoyer un message à leurs électeurs en leur disant on a monté les impôts. Maintenant, ils sont très très remontés sur la partie dépenses, parce que quand vous regardez les Républicains, ils ont une vraie volonté de réduction du poids de l'État fédéral dans l'économie. C'est ça. Obama est très braqué pour la dépense. Et Obama... Inversement, je veux dire, oui. Moi je suis plutôt surpris de l'extrémisme d'Obama.
Obama est très fort parce qu'il joue, je dirais qu'il prend les Américains. Le dernier discours de ce week-end, c'était de dire vous allez attendre 90 minutes de plus aux aéroports parce que vous aurez moins de personnes pour vous contrôler. Donc vous voyez, il attaque vraiment les républicains en leur disant vous allez dégrader la vie de tous les jours des Américains si vous coupez dans les dépenses. Ça, c'est un grand classique du marché politique. Juste un mot. Ça m'amuse cette histoire parce que les coupes budgétaires en théorie de gestion de l'État, vous savez que c'est généralement la mauvaise méthode. Et que la bonne méthode, ceci est vrai aussi pour la France, c'est la réforme de fond du périmètre de l'État. À chaque fois que vous faites des coupes budgétaires, c'est une vieille histoire. C'était déjà du temps de Reagan. Et on disait à l'époque, oui, on va faire des coupes budgétaires, donc à l'aéroport de New York, on n'aura plus les moyens de contrôler l'entrée de la drogue. À chaque fois, vous avez le marché politique qui instrumentalise une coupe budgétaire saignante quelque part. On ne pourra plus prendre les malades cardiaques en urgence dans tel hôpital. Et on espère ainsi prolonger le système de la dépense publique. C'est un vieux truc du marché politique. C'est dommage que des électeurs tombent encore dans le panneau. Bon, en attendant, oui, juste quand même un élément, il faut voir, c'est quand même pas un effort budgétaire énorme au regard de ce qu'a fait l'Europe. Faut replacer. Déjà, ils nous communiquent toujours sur 10 ans. 10 ans de coupe budgétaire. Je vous prends un exemple. Ils nous communiquent, par exemple, de coupe dans le système de santé. Mais c'est quoi ce qu'ils proposent? Ils proposent, Obama fait une réforme de santé, on doit mieux indemniser les gens, et demain, on va couper dans cette réforme de santé. Donc, ce qu'on devait mieux indemniser, on ne le fait pas. Donc globalement, c'est neutre sur l'activité à très court terme. Et là, on parle de discussion sur un point de PIB. Alors c'est beaucoup et peu à la fois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains sont très forts parce qu'ils communiquent sur 10 ans de redressement des comptes publics. Ils se projettent dans le long terme. Alors qu'en Europe, je pense que ça, c'est notre grosse erreur. C'est qu'on est toujours sur l'année prochaine, cette année. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas vraiment de plan sur 10 ans. De manière très basique, si tout d'un coup, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine devient un petit peu moins anormalement accommodante, ça veut dire qu'on aura des tensions sur les taux longs. Alors, mécaniquement, parce que M. Bernanke nous dit, l'objectif du quantitative easing, c'est 85 milliards qu'il achète tous les mois. Il a dit, je maintiens les taux artificiellement bas. Il le dit, j'ai créé une bulle sur l'obligataire. Il ne le dit pas comme ça. Il y a ça dont il est question, c'est une bulle sur l'obligataire. Mais il le revendique. Il dit, je maintiens les taux très bas. Comme ça, le taux sans risque ne vous rémunère pas, vous épargnants. Donc, vous êtes obligé de prendre du risque. Vous êtes obligé d'aller investir votre épargne sur les actions, investir votre épargne dans l'économie. Et je relance l'économie ainsi comme ça. Donc, très clairement, mais tout gérant obligataire, c'est la logique, il faut le rappeler. C'est vous ne gagnez plus d'argent sur l'obligataire, allez mettre votre argent là où ça rapporte et on redirige finalement l'argent. C'est un moyen de rediriger l'épargne vers. Alors après, certains mettront en avant, surtout des membres du FOMC, ils disent oui, mais tout ça va sur le monétaire parce que les gens sont tellement dégoûtés que quitte à pas avoir de rémunération, autant le laisser sur le monétaire et pas prendre de risques à prêter à l'économie. Donc ils objectent aussi que c'est pas aussi évident que ça. Mais par contre, pour tout gérant obligataire, ils savent que le jour où la Fed arrête ses achats, on a un mouvement de taux très violent à attendre. Et donc c'est ça qui fragilise l'Atlantique, le mouvement de taux généralement. Oh, il sera instantané. Faut pas se leurrer. Justement, Laurent Wronski, est-ce que vous croyez qu'on peut encore monter les impôts dans notre pays? Jérôme Cahuzac nous a dit qu'il fallait 6 milliards de recettes supplémentaires en 2014. Claude Barthelone dit attention de ne pas étouffer la croissance, priorité à la baisse de la dépense. Même le très discret et velouté Harlem Désir qui nous dit sur la fiscalité, il ne faut pas en rajouter et faire davantage sur la dépense publique. Alors la question c'est si on peut, et il n'y a qu'une chose de sûre dans la vie, c'est la hausse des impôts et la mort. La question c'est est-ce que l'on doit? Je pense que ça serait absolument gravissime. Aujourd'hui l'activité économique en France ne cesse de se détériorer. Il y a un exil fiscal comme jamais. Il y a aujourd'hui une frilosité au niveau des investisseurs, des chefs d'entreprise comme jamais je ne l'ai connu. Il y a une baisse très très importante des carnets de commandes et surtout il y a une baisse très importante du moral des chefs d'entreprise. Moi j'ai également, vous le savez, donc une casquette Croissance Plus que je vice-préside. Donc je rencontre vraiment des chefs d'entreprise régulièrement qui sont au sein de la croissance puisqu'ils dirigent des entreprises de croissance. J'ai rarement, si vous voulez, rencontré autant de gens désabusés qu'aujourd'hui. Donc je pense que d'augmenter les impôts une énième fois, alors qu'on nous a fait des promesses, on nous a dit il faut qu'on se serre tous la ceinture parce qu'on va vraiment surtout, on a promis la stabilité fiscale et on a tenir cet objectif des 3%. Et puis après on a aussi un président qui s'est vraiment positionné comme le chantre de la croissance. Maintenant, si vous voulez être pour la croissance, c'est un peu être comme la paix dans le monde. Je veux dire, tout le monde est pour la croissance. Bon. Donc je pense qu'il y a
énormément de promesses qui n'ont pas été tenues. Je me souviens très bien, à votre émission, nous avons eu un petit débat sur les prévisionnels de croissance. Et en clair, j'avançais l'argument comme quoi il y a les chiffres de la police et puis il y a les chiffres des organisateurs. Alors les organisateurs, c'est les chefs d'entreprise et puis la police, c'est le gouvernement. Et il y a toujours un écart phénoménal. Et nous n'y croyons pas. Pourquoi ? Parce que nous avons une certaine visibilité due à nos carnets de commandes et parce que nous sommes aux avant-centres de l'économie. Donc clairement, nous avions prévu une récession importante. Je peux vous dire que 2013 sera une année très compliquée. Je ne crois absolument pas à une reprise à la fin de l'année 2013. Je pense qu'on va s'orienter vers une espèce d'économie en demi-teinte. Et dans ce contexte extrêmement morose, il est fondamental de changer de message, d'arrêter de dire, de demander, si vous voulez, plus aux contribuables. Au contraire, il faut demander plus à l'impôt. Claude Barthelone. Il faut que notre État devienne abordable et efficace et qu'on taille et qu'on ait vraiment une réforme de fond, comme le disait M. Madeleine, au niveau de l'État et de la gouvernance de l'État. Je pense que c'est fondamental. Mais il y a déjà un changement de ton de la part de personnalités du PS qui ont du mal à suivre la ligne de Bercy. Oui, ça c'est très intéressant. Barthelone, Marlène Désir, bon d'accord, mais il y a aussi, vous avez Pierre Moscovici, Michel Sapin, qui nous a dit qu'il y avait une pause qui s'imposait en matière de fiscalité. Vous en pensez quoi, à la Madeleine, de cette histoire ? Oui, je veux dire, ce qui est intéressant, bon, bien évidemment sur le fond, on a atteint l'overdose. Les socialistes vont découvrir la courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous augmentez les impôts, les recettes diminuent. Et bien évidemment, il n'y a pas de solution au problème de la France sans croissance. Et la croissance, c'est d'une part des entrepreneurs confiants, motivés et récompensés dans leur prise de risque, et de l'autre côté, un capital abondant et très profitable parce qu'on a besoin de beaucoup de capital à l'intérieur de nos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les entrepreneurs sont plus confiants ? Non. Laurent a raison. Est-ce que l'on peut dire que le capital est encouragé ? Bien évidemment, c'est le contraire. Donc, nous allons dans la mauvaise direction. Divine surprise, à l'intérieur du Parti socialiste, on se pose la question, stop ou encore ? Stop à la hausse d'impôts, c'est effectivement l'aile Sapin, etc., plutôt raisonnable, et pour lesquels déjà les hausses d'impôts précédentes devaient dépasser leurs souhaits réels, et puis quelques-uns qui disent encore devant la nécessité. Et le débat, il va être là. Est-ce que les socialistes vont savoir le résoudre ? En réalité, il y a encore énormément de gras à prendre par des hausses d'impôts qui n'osent pas dire leur nom. Lorsque vous plafonnez au nom de la justice sociale les allocations familiales en expliquant que lorsqu'on a tant de revenus, on n'a pas besoin de 180 € de plus, etc. Il y a plein encore de gras. Il y a toutes les subventions aux entreprises dont on s'aperçoit qu'elles constituent une cagnotte formidable pour prolonger la dépense publique et ajouter des recettes. Mais néanmoins, le débat est posé, et il est posé à l'intérieur du Parti socialiste, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Est-ce que l'ajustement doit se faire par la baisse de la dépense ou alors l'ajustement doit se faire par les hausses d'impôts ? Question par exemple, vous avez vu les Britanniques, ils sont dégradés les Britanniques. C'est le pays de la baisse de la dépense publique, c'est le pays de la révision totale de la sphère publique dont parlait Alain Madeleine. Pour l'instant, le pays est en plus largement soutenu, lui, par sa banque centrale qui a la capacité de faire baisser la livre sterling. Est-ce que l'événement du AAA dégradé par Moody's n'est pas une manière d'invalider un petit peu ce modèle très inédit et très novateur qui est celui de David Cameron de la Big Society face au Big Government ? Je pense qu'il y a déjà une première limite à mettre, c'est de ne pas casser l'économie. C'est-à-dire qu'en voulant, encore une fois, on est dans une problématique de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est fait, dit Alain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, vu le poids de ses prélèvements sociaux, réduire la dépense, c'est très coûteux. Ça coûte très cher en termes de croissance. Ça coûte plus cher que si vous aviez un poids des prélèvements sociaux faible dans le PIB. Donc aujourd'hui, vraiment couper de manière trop rapide et trop forte les dépenses publiques en France, ou augmenter trop vite les impôts, c'est très négatif dans les deux sens, puisqu'on a un poids de l'État qui est très important. Il faut l'inscrire dans la durée. Et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur, à mon avis. 10 ans, quoi. 10 ans, faire comme les Américains, donner une photographie à 10 ans. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on fait quelque chose trop rapidement d'un seul coup, de toute façon, on va le payer. Parce que même on peut dire les dépenses n'est pas utile, les dépenses de l'État ne sont pas utiles, ça a quand même un coût économique et ça impacte sur la conjoncture. Donc on peut pas, on va pas remettre en cause plusieurs années de développement de la dépense publique du jour au lendemain, en un an, en faisant une cure d'austérité. Et je pense que ça a été la grosse erreur de l'Espagne, de l'Italie, pas forcément voulu, mais sous la pression des marchés. On leur a dit d'aller trop vite et trop rapidement.
Je pense qu'il faudrait l'étaler dans le temps. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a plus de solution. C'est-à-dire que l'État-providence aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Vous ne diriez pas ça dans le redressement d'une entreprise? Je suis plutôt... moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'État n'est pas une entreprise. Pour moi. J'ai beaucoup de mal à comparer l'État et l'entreprise, c'est vrai. Pour la partie entrepreneuriale de l'État, c'est-à-dire la partie dite service public, où il est producteur, donc il y a une fonction de production, il y a de la dépense inutile, il y a de la non-compétitivité, et le fait de s'attaquer rapidement et massivement à cette non-compétitivité de la dépense publique, je ne vois pas pourquoi il faudrait donner 10 ans. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Il y a des entreprises qui sont mortes sur les cost pillers. Vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que nous sommes quand même sur le marché politique et qu'à un moment donné, ces réformes, elles ont un coût social, elles sont difficiles à mettre en œuvre. Et si je suis une entreprise, à un moment donné, quand je restructure une entreprise, je provisionne des coûts de restructuration. Il faut donc que j'ai de l'argent en même temps et l'État n'a pas forcément l'argent de la restructuration qu'il peut faire. Donc il faut donner quelques délais. Mais franchement, l'idée que la dépense publique est productive, on est rentré pour une large part dans la dépense publique improductive, même François Hollande l'a dit, et je ne vois pas pourquoi on ne pratiquerait pas un traitement de choc qui, à mon avis, est la seule solution aujourd'hui. Il faudrait donner le détail de l'ordonnance, parce que où est-ce qu'on traite de manière immédiate et forte. C'est juste une chose. Il y a une dimension. Laurent Wronski, allez-y. Je peux compléter vos propos. Il y a une dimension qui est essentielle, c'est la dimension temporelle. D'un point de vue macro, vous avez parfaitement raison. Maintenant, d'un point de vue temporel, je pense que le torchon brûle. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous ne pouvons plus mettre en œuvre des demi-mesures. Moi, j'appelle de mes voeux des réformes profondes, structurelles, au niveau du pays. Exemple, sur le marché du travail, qui est d'une rigidité hors norme. Aujourd'hui, comme on a créé, si vous voulez, Taxe Maguédon, parce que c'est ce dont nous parlons, eh bien, vous avez une hémorragie des cerveaux en France et des talents en France. Ce que je trouve absolument effarant, c'est tous ces jeunes aujourd'hui qui partent, toutes couches sociales confondues. Donc en clair, si finalement on meurt guéri, je dirais, ça va nous faire une belle jambe. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, je pense que malheureusement, la France a le potentiel, dans les 5 ans à venir, de devenir un pays en voie de développement. Moi, j'ai quand même d'autres projets pour mon pays, en tant que citoyen et en tant qu'acteur économique. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, nous allons nous diriger vers des réformes qui vont être extrêmement difficiles à porter, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, mais que si nous ne les mettons pas en œuvre, eh bien, nous nous orientons vers une catastrophe. Donc on n'a pas des années et des années devant nous, Christian Parizeau. Moins de 5 ans. Juste, il faut bien faire la part des choses entre ce qui a un impact conjoncturel et ce qui est vraiment structurel. Je vous prends un exemple. Vous retardez l'âge de départ à la retraite. Ce n'est pas quelque chose qui va impacter immédiatement les finances publiques, mais qui va, sur 10 ans, vous permettre de ramener les finances publiques dans le droit chemin. Mais ce n'est pas ça qui va vous tuer votre PIB sur cette année. Par contre, aujourd'hui, vous coupez des investissements d'entretien d'autoroutes. Demain, vous aurez des routes qui auront des nids de poules partout. Et donc là, ça sera un élément de perte de compétitivité de la France par rapport à son système autoroutier. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est une dépense. Alors je ne dis pas que toutes les dépenses sont forcément productives dans l'État français, mais il y a un impact quand même de couper ces dépenses immédiates sur la conjoncture, de réformes structurelles qui sont plutôt indolores à court terme sur la conjoncture, mais qui sont très positives structurellement. C'est bien pour ça qu'on attend désespérément que le gouvernement documente, renseigne les coupes de dépenses qu'il a prévu de faire, et notamment sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. On ne sait toujours pas où elle se trouve précisément. Et Bruxelles s'en est émue, la Cour des comptes s'en est émue. Où sont ces fameuses économies dont vous nous avez parlé? Puis-je répéter que je pense qu'en matière de coupe des dépenses, c'est extrêmement difficile d'aller plus loin. Ce qui est nécessaire, c'est une reconfiguration de l'État. Votre comparaison avec Cameron était intéressante tout à l'heure, parce que, au fond, voilà une reconfiguration de l'État, à mon avis, qui va dans le bon sens, qui a été engagée par Cameron, mais qui est longue en matière de résultats. Mais ce n'est pas parce qu'elle est longue en matière de résultats qu'il ne faut pas le faire. Et je dirais même, c'est parce qu'elle est longue qu'il faut le faire tout de suite. Et c'est parce qu'elle est longue qu'on aurait dû le faire il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Sauf que tout le monde vous dira quand même que le problème de l'Angleterre aujourd'hui, qui commence à être un problème de productivité, c'est l'état de son système de transport, c'est le sous-investissement public dans certains domaines, je ne dis pas dans tous, mais aujourd'hui, il y a un juste milieu. Encore une fois, vous allez dire que je suis un peu constant dans ma façon de penser, mais je pense que... Ne confondez pas les problèmes d'investissement sur lesquels, évidemment, je vous donne totalement raison. Encore que, vous le savez, beaucoup d'investissements peuvent être faits aujourd'hui sous forme de partenariat public-privé, avec des problèmes de mauvaises dépenses publiques. À 57% de dépenses publiques, je veux dire, il est évident
que nous avons 200 milliards en plus de dépenses publiques que l'Allemagne en proportion, et on n'est pas mieux soigné, on n'est pas mieux éduqué, on n'est pas mieux, etc., que les Allemands. Donc il y a de la marge. La question, c'est l'arbitrage, Christian Parizeau. Où est-ce qu'on met l'arbitrage? Où est-ce qu'on décide de faire des économies? Qu'est-ce qu'on décide de réformer de fond en comble? Comment on le vend à la population? Et encore une fois, on revient sur un horizon de temps. C'est-à-dire que là, on est en train de s'interroger sur l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va dépenser, qu'est-ce qu'on va couper dans les dépenses de l'année prochaine, alors qu'il faudrait plutôt s'interroger, encore une fois, sur qu'est-ce qu'on va faire de nos retraites. Et là, c'est pas sur l'année prochaine, ça sera sur 10 ans, 20 ans. Et c'est là où est le fond du problème. Vous avez 30 secondes à la Madeleine pour réagir à la volonté du syndicat FO et CFE-CGC de créer des zones franches automobiles. Ils y sont très favorables. Arnaud Montebourg y est très favorable. Carlos Ghosn y est très favorable. Extraordinaire, extraordinaire. Montebourg, la CGC, paraît-il, FO, s'aperçoivent que pour maintenir ou créer des activités en France, il faudrait moins d'impôts et moins de réglementation. Alors, comme on ne peut pas le faire pour la France entière, on va le faire autour des usines. Alors après, c'est folklorique, bien évidemment. Je suis moi-même l'auteur de 3 zones d'entreprise, Dunkerque, La Seine, La Ciotat, avec la fermeture des chantiers navals Nord-Med. J'avais fait une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 10 ans. On a total supprimé 4 000 emplois. On en a créé 10 ou 12 000 avec les emplois induits. C'est un truc qui marche. Mais bien évidemment, il y a des règles européennes, ce qui était possible pour Nord-Med hier, parce que ça procédait d'une restructuration de la construction navale, de l'arrêt des aides aux subventions, et que ça a été une négociation extrêmement difficile avec le commissaire européen de la concurrence de l'époque, Peter Surserland, n'a aucune chance d'arriver aujourd'hui en France. Mais néanmoins, saluons l'idée. Eh oui, pour créer des emplois, un peu moins d'impôts et un peu moins de réglementation, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de nous dire que c'est quand même Bruxelles qui nous empêche de le faire, alors que ce serait bien. Non, c'est une atteinte à la concurrence. Et elle ne peut être que dans certains cas, c'est parce qu'il y avait une surcapacité dans la construction navale, des subventions d'État, que ceci a été autorisé. Bien évidemment, aujourd'hui, ceci n'aurait aucun sens et serait une distorsion de concurrence qui serait légitimement sanctionnée par Bruxelles. On peut le faire aussi pour les compresseurs ? Eh ben on va voir, on va demander à FO et la CFE-CGC s'ils sont d'accord pour faire une zone franche à Argenteuil pour les compresseurs. Allez voir ce qu'est la zone franche de Tanger, où il y a une usine Renault absolument incroyable, et vous verrez, c'est absolument fascinant de voir effectivement comme c'est business friendly d'aller faire du business à Tanger aujourd'hui. C'était à la Madeleine, Christian Parizeau, Laurent Vronsky, on se retrouve demain.